Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 10 novembre. Toute l'actualité près de chez vous, infos, reportages, décryptages, les sports et votre météo pour les heures à venir. Avec, dès le début de ce journal, un grand dossier médical et scientifique avec d'une part la 36e journée internationale du centre cardio-thoracique consacrée à l'insuffisance cardiaque et le don également de l'association Écoute Cancer Santé faite au profit du centre scientifique de Monaco. Les sports, le basket et la Roca Team toujours dans le rythme avant de retrouver l'Euroleague avec 2 rencontres à haute intensité à Belgrade cette semaine. Et puis en matière de tennis, nous recevrons Luca Katarina qui a décidé, après 2 années minées par les blessures, de mettre un terme à sa carrière. Enfin, nous parlerons bonne table et bonnes adresses en nous rendant au Columbus à la rencontre d'un nouveau chef et rue Princesse Caroline pour découvrir là un nouveau spot aux saveurs asiatiques. Et pour débuter ce journal, on va parler d'économie. Après 3 années de forte reprise post-crise sanitaire, la principauté enregistre pour l'année 2024 une nouvelle accélération de sa croissance, parmi les plus importantes même à l'échelle internationale. Le PIB atteint 10,28 milliards d'euros, soit une progression de l'inflation de 8,8% contre plus de 5,4% en 2023. Depuis 2015, il a augmenté ce PIB de près de 53%, soit presque le double de la croissance mondiale, qui est de plus 28%, près de 4 fois celle de la zone euro, plus 13%, et 5 fois plus grande que celle de la France. Dans le domaine médical, la thématique de la 36e journée internationale organisée par le Centre cardio-thoracique était cette saison l'approche de l'insuffisance cardiaque. Des spécialistes de ce muscle ô combien important se sont retrouvés en fin de semaine dernière à l'hôtel Hermitage. Voici le reportage de Fabien Bonilla en compagnie de Marie-Ève B. 1,5 million de personnes sont touchées en France par une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est un syndrome clinique résultant d'une anomalie du cœur. Autrement dit, soit il ne se contracte pas assez bien et le sang n'est pas suffisamment éjecté, soit il ne se remplit pas correctement entre 2 battements. Eh bien, des spécialistes se sont retrouvés dans un même lieu pour évoquer ces insuffisances cardiaques à l'initiative du Centre cardio-thoracique de Monaco. C'est une conférence de pointe. Bien sûr, on a nos auditeurs fidèles. Ce sont en fait tous les cardiologues ici de la région qui travaillent également avec le centre et on fait très attention que ça les interpelle, bien entendu. Et puis ensuite, on a des intervenants qui viennent d'un peu partout, beaucoup de Paris, mais aussi de la région ici, du Var ou de Cannes, Marseille. C'est une thématique extrêmement importante. Finalement, l'insuffisance cardiaque, si vous voulez, c'est un peu l'entonnoir de toutes les pathologies cardiaques qui existent, qui deviennent incontrôlées et qui finissent avec ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque terminale. C'est le moment où le cœur n'arrive plus à assumer lui-même la circulation sanguine. Et évidemment, comme ça vient de beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de traitements possibles, des combinaisons énormes, et c'était certainement très bien aujourd'hui de faire le point, une vue très large des possibilités qu'on a pour aider ces patients. Lors de cette journée internationale, l'invité d'honneur était le philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Tu m'as déchiré le cœur, parler à cœur ouvert, avoir le cœur sur la main, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voici une infime partie des expressions concernant cette pompe, ce muscle. C'est dire si cet organe est important, pour vivre bien sûr, mais aussi dans la culture populaire. Le cœur, il a toujours été dans cette tradition chrétienne et puis humaniste. Il a été à la fois le symbole du courage, le symbole de la générosité, le symbole de l'amour, mais aussi le symbole du centre de tout. Le cœur de la ville, c'est le centre de la ville. Le cœur du problème, c'est le centre du problème, etc. Et donc, d'une certaine manière, le cœur, c'est l'identité de la personne. C'est ce qu'il y a de plus important. La vérité, c'est que c'est le cerveau. Scientifiquement parlant, le cerveau est bien plus important. Le cœur, comme vous le disiez, c'est un bout de viande. C'est une pompe, d'accord, très utile. Mais il est investi d'une symbolique qui est celle du courage, de la générosité, de l'amour et du centre, de la centralité. Nous connaissons déjà la date et la thématique des 37e journées internationales du centre cardio-thoracique. Ça sera le vendredi 13 novembre 2026, l'année prochaine. Et les conversations tourneront autour des cardiopathies congénitales adultes. Vous l'avez vu dans ce reportage, Luc Ferry, qui était l'invité d'honneur de cette journée internationale, a souhaité passer un message concernant le don d'organes. On l'écoute.
Sur le don d'organes, il y a un problème à la fois d'altruisme et un problème d'égoïsme. C'est le mélange des deux. Parce qu'on a en gros 22 000 personnes encore aujourd'hui en France qui sont en demande d'un organe. Et donc, c'est une question de vie ou de mort pour eux. Et donc, du coup, on a ces 22 000 personnes qui sont en attente avec un problème, si vous voulez, qui est une société qui est à la fois très égoïste, avec un éloge de l'égoïsme dans la psychologie positive, le développement personnel. On a un éloge du narcissisme et même un éloge de l'égoïsme. Et puis, de l'autre côté, une société qui est quand même, où la famille est fondée sur l'amour et qui, du coup, est en même temps très altruiste. On a vraiment les deux moments. Or, dans le don d'organes, on aurait besoin, je dirais, davantage d'altruisme que d'égoïsme, parce que sinon les gens meurent. Et donc je pense que quand on a un mort dans sa famille, voilà, il faudrait que les médecins ou ceux qui travaillent avec les médecins soient capables d'expliquer à la famille, écoutez, voilà, il est mort, c'est très triste, mais il peut sauver une vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il peut encore avoir une immense utilité en termes de sacrifice et d'amour. Donc laissez les médecins travailler. Un généreux don pour faire avancer la recherche cette fois sur les cancers pédiatriques. Grâce à l'association Enfants Cancer Santé, le Centre scientifique de Monaco a fait l'acquisition d'un vidéomicroscope, un équipement qui marque une avancée majeure dans la qualité des analyses. Tous les détails de ce don dans ce reportage d'Alban Gingembre et de Camille Caloni. Associé à un logiciel d'analyse d'images automatisé, ce vidéomicroscope vient perfectionner la recherche sur les cancers pédiatriques. Ici, on peut observer des cellules de tumeurs d'encore plus près. Les tumeurs sont des tissus malades extrêmement hétérogènes. Donc en fait, si on ne regardait qu'une toute petite fraction, comme c'est le cas quand on fait les images à la main, on n'aurait pas la capacité de conclure vraiment sur l'entièreté de l'échantillon. Donc ce microscope, comme il fait plein d'images et qu'il les assemble, nous donne à la fois donc la capacité de voir les choses avec du recul et puis d'aller dans le détail. Une observation plus détaillée, essentielle pour identifier les failles des tumeurs. Cet équipement est désormais entre les mains des chercheurs du Centre scientifique de Monaco grâce aux dons de l'association Enfants Cancer Santé. Actuellement, il y a à peu près 2500 enfants qui ont le cancer chaque année en France et il y en a quand même 400 à 500 qui ne survivent pas. Donc notre objectif, c'est d'arriver à ce que tous les enfants aient au moins une chance de guérison et qu'ils ne s'entendent pas de dire on ne peut rien faire pour vous. Tous les chercheurs travaillent ensemble au niveau européen, même au niveau mondial, et donc le moyen de financement est important pour faire avancer les résultats. De grosses sommes sont nécessaires pour engager un protocole de recherche. Faire un don à une association permet de rassembler suffisamment d'argent pour faire avancer la science. Actuellement, le Centre scientifique de Monaco est actif dans différents programmes de recherche sur le cancer. En sport, la Roca Team recevait Saint-Quentin dans le cadre de la 7e journée de Betclic Elite. Les Monégasques se sont assurés un 6e succès consécutif, toutes compétitions confondues, en s'imposant 92-84 sur leur parquet. En conférence de presse, Vassilis Spanoulis et Nemanja Nedovic sont revenus sur cette victoire, bien sûr, et sur les enjeux, attention, des 2 matchs à venir en Euroleague, aux Partisans puis à l'Étoile Rouge de Belgrade, où des ambiances de feu les attendent. For me, the most important is to understand everybody what it takes to win, how I want the players to play, how I want the team to play, and just to be in a good shape, everybody, the team to play good basketball and to keep winning. You know, for sure, it's a long year. We will have up and downs, but right now we are more consistent than in the beginning of the year and we play better basketball. Keep your cool. You know, like only think about basketball. Don't think about the outside stuff, and really try to focus on the game plan and on the game. It's not easy. I played a lot of games there, and it really gets loud, so you can get lost easily. The referees get lost easily because of the pressure and the whole environment. So if we start paying attention to those things, it can go bad. We have to only focus on our game on the court and play through everything, because there will be for sure pressure on the refs, pressure on us, a lot of contact that cannot be seen and cannot be heard in those situations. So full focus on the court is, I think, the key.
La saison de tennis touche à sa fin avec une dernière semaine consacrée au tournoi des maîtres en simple comme en double avec le Master de Turin en Italie. La semaine dernière, après une longue période d'interrogation sur la suite à donner à sa carrière, Lucas Catarina, notre numéro 2 monégasque, a préféré renoncer après 2 années à tenter de guérir en vain une blessure récurrente. Il s'est confié hier à Théo Schumer. Entretien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. Vous venez d'annoncer votre départ après 10 décennies au service de la petite balle jaune. D'abord, on sait que cette décision a été le fruit d'une longue réflexion. Quelles ont été les raisons qui vous ont motivé ? Ouais, comme vous avez dit, ça a été une longue réflexion. La première raison, ça a été ma blessure au coude. Après 2 opérations, pas mal de traitements différents. On n'a pas vraiment réussi à trouver la solution qui tenait sur la longueur. Plusieurs fois j'ai repris, ça allait bien, mais après quelques semaines j'avais de nouveau des douleurs, donc c'était un peu compliqué au quotidien. Et donc ça a été la première raison. Ensuite, j'ai plus de 18 ans non plus, donc le chemin était très long de devoir tout d'abord guérir cette blessure, puis ensuite revenir à un certain niveau et repartir à zéro au classement, parce qu'on sait que le système du tennis est difficile à ce niveau-là. Quand on ne joue pas, on perd son classement. Donc voilà, ça a été un mélange de tout ça, mais en premier lieu, ma blessure. Pour qu'on comprenne bien techniquement, cette blessure, pourquoi est-ce qu'elle vous empêchait ? Ça a été une blessure au début un peu chronique, tendineux, et qui est venue un peu de plus en plus régulière et de plus en plus forte. Ça m'a empêché de jouer parce que à l'impact des balles, ça me lançait de plus en plus et ça me faisait mal aussi dans mon quotidien. Et comme je l'ai dit, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Dans ma vie de tous les jours, je le sens plus. Je peux faire aussi pas mal d'exercices, mais jouer au tennis à haut niveau, là c'est un autre cap, et au quotidien c'est compliqué. Voilà, donc il était temps que vous vous arrêtiez justement pour reprendre après cette blessure. Et est-ce que justement, si elle n'avait pas existé, mentalement vous seriez quand même senti apte à continuer un petit peu en tout cas ? Oui, moi mon objectif c'était de continuer encore de jouer pendant quelques années. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout fait pour essayer de me soigner. J'ai fait, comme j'ai dit, 2 opérations. Le tour un peu des docteurs que je pouvais voir. De multiples aussi thérapies différentes. Voilà, j'ai aucun regret par rapport à ça. On a fait le maximum. Mais bien sûr, mon objectif était de jouer encore quelques années. Quel bilan est-ce que vous tirez de votre carrière sous les couleurs monégasques ? Déjà, une énorme fierté et la conscience d'avoir une chance énorme d'avoir pu vivre cette vie-là, d'une carrière d'un sportif professionnel. Donc beaucoup de fierté, j'ai toujours tout donné et fait le maximum, donc aucun regret aussi par rapport à tout ça. Et évidemment, voilà, beaucoup de souvenirs et qui resteront gravés à jamais. Lucas Catarina, qu'est-ce qui vous attend désormais ? Est-ce que vous avez de nouveaux projets ? Vous avez peut-être pensé à une reconversion ? Oui, bien sûr, ça fait déjà depuis que j'ai commencé à avoir cette blessure, j'y pense beaucoup. On voit forcément les choses d'une manière différente. Et voilà, j'ai quelques projets personnels qui sont en train de se mettre en place. Mais je suis impatient de découvrir une nouvelle vie. Alors, est-ce que vous avez déjà eu une idée est-ce que certains projets, vous pouvez nous en parler déjà ? Ouais, comme j'ai dit, c'est des projets qui sont en train de mettre en place. Et après, j'aimerais bien aussi rester dans le sport à Monaco, évidemment. Donc voilà, on va voir un peu tout ça. Justement, est-ce qu'on a des chances de vous retrouver en tant que coach ou commentateur ? Je sais pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Comme j'ai dit, le sport c'est toute ma vie, c'est une passion et ça serait avec un grand honneur de pouvoir faire ça, on verra. Voilà, donc vous ne fermez pas la porte à toutes ces options-là. Merci beaucoup Lucas Catarina d'avoir été notre invité sur Monaco Info et on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. L'association des entrepreneurs italiens de la Principauté de Monaco a accueilli au Fairmont Monte-Carlo
ses membres résidents, ainsi qu'une délégation d'entrepreneurs italiens, justement, à l'occasion d'une conférence où l'attractivité, les enjeux et les défis de la principauté étaient au cœur des échanges. Le ministre d'État a ouvert cette rencontre en rappelant les spécificités monégasques, son modèle économique et social, ainsi que l'apport essentiel des résidents et des investisseurs étrangers. L'occasion de mettre en avant les opportunités que représente la principauté pour les entreprises qui s'y installent. Écoutez à ce sujet le président de l'AEIM, Paolo Risso. On a voulu organiser ça pour attraire sur la principauté des autres investisseurs italiens pour contribuer à la relation entre la principauté et l'Italie au niveau professionnel. La qualité de la vie, la sécurité, quand même la clim, c'est magnifique. Et surtout, je trouve que moi que je suis là depuis 25 ans, c'est facile d'établir une activité à Monaco à la fin. Toutes les organisations gouvernementales sont bien préparées, le personnel est très bien, c'est facile et on a des opportunités énormes dans tous les secteurs de l'activité. Son Excellence le ministre d'État aujourd'hui, le ministre de l'Économie, le ministre de la Santé, pour se rendre compte qu'est-ce que peut être possible quelle activité est implantée à Monaco. On a eu une trentaine des industriels italiens qui sont venus aujourd'hui pour la conférence. Changement de toc pour le restaurant Tavolo, l'établissement situé au cœur de Fontvieille, connu pour ses plats ensoleillés inspirés des saveurs du Sud, accueille une nouvelle touche de gourmandise avec l'arrivée de son nouveau chef. Voici le portrait de Saverio Gulace, signé Alban Gingembre et Arnaud Ambert. Amour, passion et vitalité, voilà les 3 ingrédients secrets de Saverio Gulace. Le chef maîtrise l'art d'une cuisine méditerranéenne en lien avec les saveurs du Tavolo, sa nouvelle maison. J'aime bien travailler les produits frais, locaux, comme le poisson, tous les légumes qu'on offre le territoire. Et voilà, c'est une cuisine simple, la cuisine de la nonna si vous voulez. Un peu retravaillée, mais c'est la cuisine de la nonna. J'adore faire les pâtes, soit pâtes fraîches, quelles pâtes fraîches et secs, mais j'adore faire les pâtes. Changement de carte. Pour le Tavolo, le nouveau chef promet une table chaleureuse, sincère et gourmande. On a étudié un peu de faire de la carte simple qui plaît un peu à tout le monde. J'ai fait une milanaise un peu revisitée avec de la tomate fraîche, de la riquette et de la burrata. On a fait un cacio e pepe, des fusiloni. Tout le monde y fait les spaghettis ou les bucatini. Nous, on l'a fait avec les fusiloni. C'est des pâtes courtes, en hélice, je crois qu'on dit en français. Et voilà, et j'espère que notre clientèle va aimer tout ça. Après le Cyrnos et la Tavernetta à Menton et le Monte Carlo Country Club, le chef Saverio Gulace trouve son nouveau terrain de jeu ici, au Tavolo. On reste dans le domaine du goût et des saveurs avec votre rendez-vous habituel avec Crisinda Petit-Thomel et ceux qui font Monaco. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un personnage local. Vous le connaissez, j'en suis sûre. Si je vous dis Fred, tout le monde pense à la place d'Armes. Eh bien maintenant, Fred a migré. Il est venu rue Princesse Caroline. Il vous présente son nouvel établissement chez Nos Dames. J'ai voulu partir sur un petit snack pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et c'est le côté asiatique. Voilà, comme je suis d'origine vietnamienne, ça faisait longtemps que j'avais ça un peu dans la tête. Et voilà, je suis parti à créer ce nouveau projet. Voilà, tout simplement. Chez Nos Dames, les gens viennent beaucoup pour le pad thaï. Le pad thaï et le porc au caramel. Le nom Nos Dames, il est tout simple. Hein. C'est mes 2 garçons. Le petit s'appelle Noam et le grand Damian. Donc voilà, j'ai fait une petite compression des 2 et ça fait Nos Dames. Les ados, là, ils commencent à venir. Voilà, ils commencent à venir, mais c'est surtout une clientèle d'habitués. Il y a beaucoup de bureaux autour. Donc voilà, le midi, c'est vraiment les bureaux qui viennent chercher un peu sur place. Comme vous avez pu voir, la terrasse, elle n'est pas très très grande. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du emporté. Fred vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi midi pour déjeuner également. Vous pouvez bien sûr prendre à emporter. Et puis sachez que si vous avez envie par exemple le soir d'un petit pad thaï, eh bien vous pouvez téléphoner ici chez Nos Dames à Fred. Il vous le préparera avec grand plaisir pour que vous puissiez l'emporter à la maison pour le dîner, pourquoi pas. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec ce soir
un coup de projecteur sur le football féminin et les joueuses de Monaco United en plein match. Avant de découvrir cette équipe plus longuement, prochainement, dans une enquête de notre rédaction qui est en cours, bien sûr, de tournage. Les photos sont signées ce soir Stéphane Dana. Toujours en matière de ballon rond, attention, ne manquez pas dans quelques instants les experts du foot avec notre grand témoin ce soir, Grégory Campi, invité également du podcast Monaco Info. Depuis ce midi est signé Geneviève Berthier à retrouver sur tous vos réseaux préférés. On se retrouve, nous, demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Cette semaine devrait nous offrir une météo stable et très agréable pour un mois de novembre. Demain, comme aujourd'hui, il fera bon à Monaco malgré quelques passages nuageux. Pas de grand ciel bleu, mais des éclaircies bien visibles. Côté température, le thermomètre affichera 10 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés l'après-midi. Le mardi 11 novembre, nous fêtons les Martins, mais aussi l'armistice de 1918 qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. Et sur une note plus légère, le 11 novembre, c'est aussi la journée internationale des célibataires. Un statut de plus en plus choisi avec les mentalités qui évoluent. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.